Rarement avait-on vu un mécanisme de manipulation de l'opinion aussi sophistiqué. La population visée, le plus gros bassin d'électeurs au monde, l'Inde. Le moyen utilisé, TechFog, un logiciel hyper intrusif lié à une application secrète. Le cerveau derrière cette opération, nul autre que le parti au pouvoir, le BJP, du premier ministre Narendra Modi. C'est le média en ligne The Wire, basé en Inde, qui a révélé ce scandale, dont on commence à peine à mesurer l'ampleur. Jeff, cette histoire-là, pour moi, est ahurissante. Tu t'es plongé là-dedans. En fait, tu t'es intéressé au travail journalistique aussi qui a mené à tout ça. Mais on remonte à la source, là. Comment ça a commencé? On est au début de 2020, donc juste avant le début de la pandémie. Il y a un lanceur d'alerte sur Twitter qui affirme que le parti au pouvoir, le BJP, a mis au point une application qui permet de carrément truquer les réseaux sociaux à des fins politiques. La personne se disait un ancien employé du parti qui travaillait avec cette application-là pour affecter l'opinion publique à l'aide des réseaux sociaux. Donc là, le média indépendant The Wire, un média indépendant indien de journalistes d'enquête, s'est penché là-dessus, a passé 20 mois à enquêter sur cette application-là, valider ce que le lanceur d'alerte affirmait. Et le constat qui en est sorti, c'est que, en effet, il y avait anguille sous roche et cette application-là, qui se nomme TechFog, existait vraiment et avait toutes sortes de capacités pour être capable d'utiliser les réseaux sociaux pour affecter l'opinion publique. Donc, vraiment, de rentrer dans la mécanique même des plateformes numériques comme Twitter, par exemple, pour orienter le discours politique et orienter aussi les perceptions de la politique. Comment ça marche, TechFog? C'est pas simple. C'est quelque chose que, personnellement, j'ai jamais vu. Dans le fond, c'est une application clé en main pour faire des manigances politiques. Ça affecte pas juste Twitter, mais Facebook aussi et WhatsApp. Donc, c'est une application où tout est là pour manipuler des élections. Dans le fond, les employés du parti ont des objectifs à remplir chaque jour. Par exemple, faire retweeter un certain mot-clic 10 000 fois. Lorsqu'ils réussissent leur objectif, ils sont rémunérés. Donc, ça traque les actions des employés pour atteindre certains objectifs politiques. L'application elle-même, il y a tout là-dedans. Ça permet de créer, avec un seul bouton, créer des faux comptes. Ça permet de cibler certains mots-clics pour que ça monte dans les tendances de Twitter, par exemple, pour que plus de gens les voient. Ça permet de cibler des sujets de l'opposition aussi pour modifier la perception dans la population de ces enjeux-là. Mais ça va plus loin. Ça permet, par exemple, d'automatiquement cibler des journalistes féminines. Ça permet de cibler certaines personnes selon leur ethnicité, la couleur de leur peau, leurs orientations politiques. À des fins de harcèlement. À des fins de harcèlement, entre autres, mais aussi pour envoyer des messages ciblés. Ça permet aussi de prendre contrôle de comptes WhatsApp qui sont inactifs pour envoyer des messages aux amis de ces personnes-là. Donc, on sait qu'en Inde, WhatsApp, c'est une des plateformes sociales les plus utilisées. Tu reçois un message de ton ami sur WhatsApp qui dit « Hey, lis cet article-là », tu es plus porté à le croire parce que ça vient de ton ami, mais en fait, ça a été complètement piraté. Puis ça permet aussi carrément de modifier des vrais articles de vrais journaux. Donc, on prend un vrai article, on l'envoie à quelqu'un, mais la personne, quand elle clique sur le lien, il y a des mots qui sont changés dans l'article pour complètement changer le sens. Donc, la personne, si elle se méfie, elle va regarder la source et elle voit, c'est bien le journal que je connais, c'est une source médiatique fiable. Donc, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement systématique, extrêmement bien mis au point et qui permet à ce qu'on suspecte une armée d'activistes d'être capable de complètement modifier les discours sur les réseaux sociaux à l'aide d'une application qui est complètement centralisée. C'était peurant, Jeff. C'est très sophistiqué. Et puis, on se pose la question, qu'est-ce qui arrive si ça tombe dans les mains d'autres régimes un peu plus autoritaires? Comment ça se compare, en fait, avec d'autres manigances du genre par des pouvoirs en place dans le monde? Bien, si on peut comparer ça, par exemple, à ce que la Russie a fait aux États-Unis avec l'élection présidentielle de 2016, c'était beaucoup moins sophistiqué que ça, d'une part. D'une autre part, là, on parle d'un parti au pouvoir qui utilise ça sur sa propre population, donc il y a une différence à faire de ce côté-là. Le fait que ça soit rémunéré, qu'on en fasse quasiment comme un jeu vidéo pour inciter des gens à prendre contrôle du discours politique sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose que moi, j'ai jamais vu. C'est quelque chose d'inquiétant parce qu'on sait qu'il y a quand même l'appât du gain, là. Aussi, le fait que ça soit aussi facile. Donc, on n'a pas besoin d'avoir énormément d'habileté, par exemple, à savoir comment créer des faux comptes ou savoir comment manipuler les réseaux sociaux. C'est tout là. Dans une application, on fait simplement cliquer sur quelques boutons. Pas besoin d'avoir énormément de connaissances sur le fonctionnement des réseaux sociaux pour être capable de faire opérer cette machine-là. Donc ça, c'est quand même inquiétant. Ça reste à voir à quel point, par exemple,
les mots-clics sur les réseaux sociaux, les fausses nouvelles, ça affecte vraiment les élections. Il y a très peu de recherches là-dessus. On sait qu'il y a des plateformes comme Twitter, par exemple, la plupart de la population n'est pas sur Twitter. Donc, à quel point est-ce que ça peut affecter l'opinion publique? Ça reste à voir, mais une chose est certaine, le plus qu'on crée de confusion dans le discours politique, le plus que ça devient difficile de savoir qu'est-ce qui est vrai, c'est là qu'on devient plus susceptible à embarquer dans la désinformation parce qu'on ne sait pas où donner la tête, donc on va se référer à des gens qu'on connaît et les mécaniques de cette application-là semblent vraiment utiliser ça comme technique d'approche. Donc, c'est ça qui est quand même inquiétant. Ouais. C'est ce qui en fait son succès potentiel, d'où les inquiétudes que ça suscite. Les astres étaient presque alignés pour que le scandale TechFog émerge en Inde. Un parti au pouvoir omniprésent, un savoir-faire technologique immense et un électorat très malléable, surtout dans les régions rurales de ce gigantesque pays. Un pays que connaît très bien le journaliste français Sébastien Farcy, correspondant à New Delhi. Sébastien Farcy, bonjour. Bonjour à tous. Alors, votre éclairage va être essentiel pour comprendre le contexte dans lequel se déploie tout ce système qui, franchement, me laisse pas mal abasourdi. Qu'une telle chose puisse se faire me semble absolument incroyable. Mais dites-nous, quelle répercussion a eu toute cette affaire en Inde, d'abord et avant tout, dans ce pays où vous vous trouvez depuis maintenant 10 ans? Eh bien, la répercussion, malheureusement, on peut dire, elle n'a pas été à la hauteur peut-être des révélations. D'autres médias en ont parlé pendant quelques jours, puis après, c'est un peu retombé. Il y a eu quelques répercussions au Parlement. L'opposition s'est saisie de ce sujet, a demandé des comptes au gouvernement, mais le gouvernement, donc dirigé par le BJP, ce parti donc, qui aurait utilisé cette application, eh bien, a démenti, bien sûr, complètement. Et selon même une phrase qui est quasiment comique en disant « Nous avons cherché cette application sur les Apple Store et les autres et nous ne l'avons pas trouvée. » Et ça s'est arrêté là. C'est-à-dire que ce démenti est quasiment ironique. C'est pas en cherchant sur Apple Store qu'on trouve cette application. C'est pas une application grand public. Donc c'est une réponse qui en soi n'est pas une réponse qui montre bien que c'est un peu pour se moquer peut-être de l'opposition. L'opposition qui demande, les journalistes et les centres de journalistes demandent aussi une enquête de la Cour suprême. La Cour suprême qui est souvent dernièrement le dernier recours en fait qu'on trouve pour le respect des droits, de la liberté, de différents, parce que c'est le recours judiciaire ultime. Oui, le dernier recours face au pouvoir de plus en plus écrasant du BJP, une machine politique redoutable en Inde. Parlons-en de cet acteur et au cœur de cette affaire. Qu'est-ce qu'on doit savoir pour comprendre comment a été et pourquoi a été mis en place ce système, cette application présumément? Mais pourquoi on peut imaginer qu'avoir accès à tous ces numéros de téléphone, le WhatsApp en effet, hein, vous disiez très bien, WhatsApp est une usine vraiment de communication très efficace et très utilisée en Inde. Et les gens aujourd'hui, ils reçoivent leur premier téléphone dans les campagnes parce que l'Internet est très peu cher, l'Internet mobile est très peu cher, donc ils reçoivent leur message sur WhatsApp. Ils ne sont pas encore éduqués à la désinformation. Donc, ils prennent ça comme de la vérité. Donc, c'est très efficace. La machine électorale du BJP, il faut savoir qu'en effet, c'est le parti le plus riche, mais immensément riche en Inde. C'est aussi le seul parti, le vrai parti moderne, et c'est pour ça qu'il utilise ces technologies. Il utilise toutes les données privées, que ce soit les factures d'électricité, que ce soit les numéros de téléphone. Enfin, c'est un parti qui est connu pour utiliser les données privées pour identifier. En Inde, il y a toutes ces castes, religions, il faut identifier chaque circonscription et tout cet ensemble de données permettent de cibler ces électeurs. Et TechFog, en tant que tel, est justement un outil qui permet de cibler et d'attaquer. Oui, un outil très, très intrusif, comme vous le décrivez, mais qui a dû être développé, qui a dû être pensé et conçu par qui? Quel pouvoir industriel ou de la haute technologie est derrière ça? Qu'est-ce qu'on doit savoir à ce sujet? Eh bien, c'est là où on voit qu'en effet, l'Inde est pionnière, on le sait, dans le domaine des nouvelles technologies. Hein. Aujourd'hui, on sait la capacité de la Silicon Valley indienne à Bangalore à développer le monde de la technologie, l'outsourcing qui vient ici. Et il y a une énorme multinationale qui s'appelle Persistent, qui est... alors, la société a démenti, mais
enquête qui est très bien fournie les journalistes avec qui j'ai parlé, qui ont mené l'enquête, qui est donc Persistent, qui a développé cette plateforme. Donc c'est un géant informatique qui est non seulement présente en Inde, mais en Europe, aux États-Unis et au Canada. Donc c'est une société qui, bien sûr, vend des produits clés en main, de performance technologique, d'amélioration de data, de big data. Donc, ce sont ces énormes multinationales indiennes, mais qui parfois semblerait s'asseoir sur l'éthique. Alors, il faut savoir que l'Inde n'a pas une vraie loi de protection des données privées, donc ce qui permet aussi ces abus. Et d'ailleurs, le gouvernement n'a jamais vraiment poussé à ce que ce soit le cas. Mais ce qui arrive aujourd'hui en Inde pourrait arriver en Europe, pourrait arriver au Canada aussi, si on n'y fait pas attention. Alors, que reste-t-il de l'espoir qu'une éventuelle enquête puisse arriver à son terme et nous donner toutes les informations nécessaires pour comprendre ce qui s'est produit? Est-ce qu'on peut espérer ça en Inde dans le contexte actuel? L'espoir, peut-être, dans TechFog et aussi de la Cour suprême, vient de la Cour suprême, qui, encore une fois, semble être le dernier rempart d'opposition pour contrer cette machine électorale du BJP qui est riche, toute puissante. Un espoir qu'on partage en se croisant les doigts au nom de la démocratie et de la consolidation de la démocratie en Inde. Sébastien Farcy, merci beaucoup, beaucoup pour cet entretien. Merci à vous.